Madame, Monsieur, bonsoir. Question d'actu s'installe au Policy Center for the New South qui organise la 9e édition de la conférence annuelle Paix et Sécurité en Afrique sous un thème on ne peut plus d'actualité, celui de l'Afrique face aux incertitudes mondiale. L'APSACO, ce sont des décideurs politiques, ce sont aussi des académiciens, des acteurs de la société civile qui se réunissent, débattent de sujets qui touchent à notre continent, que ce soit d'une manière endogène mais aussi exogène au vu des changements géopolitiques qui s'opèrent en ce moment même dans le monde. Quelles sont les opportunités mais aussi les défis auxquels font face les 54 pays de notre continent? C'est ce qui est discuté au cours de ces 2 jours de l'APSACO. Nous profitons de la présence d'éminentes personnalités à ce rendez-vous annuel organisé par le PCNS pour leur poser quelques questions d'actualité. C'est un plaisir pour moi d'accueillir pour cette première partie de questions d'actu le recteur de l'université de Gao au Mali, Moussa Touré. Bonsoir et merci de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Alors ma première question, donc vous venez de Gao. Quelle est aujourd'hui la situation dans le pays? Et particulièrement au nord. Donc, c'est un plaisir donc de prendre la parole pour parler de la situation politique au Mali. Je pense que comme vous pouvez le constater, la situation se stabilise. Les régions du Nord ont été complètement libérées par l'armée malienne. L'armée occupe la totalité du territoire malien. Aujourd'hui, il y a quelques soubresauts que l'armée est en train de gérer. Je pense que la solution est en train d'être trouvée contre toute la crise que nous connaissons depuis fort longtemps, notamment le terrorisme, avec les nouvelles politiques qui sont mises en œuvre, l'équipement de l'armée. Je pense qu'on est en voie d'un règlement définitif de ce problème. Donc il y a l'aspect sécuritaire, l'aspect politique qui sont beaucoup discutés lors des panels de cette 9e édition de l'APSACO, Monsieur Touré. Puisqu'on reste dans le volet sécuritaire, le 11 avril dernier, Bamako a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU pour accuser officiellement le voisin du Nord de s'être rendu coupable d'un acte d'agression, je cite, sur son territoire en détruisant l'un de ses drones le 31 mars dernier. Vous, au Nord, comment percevez-vous cette menace et notamment après la destruction de ce drone malien à la frontière avec l'Algérie? Il est clair maintenant que l'Algérie constitue vraiment un problème dans la gestion du règlement du conflit au Mali. On voit très bien que les groupes armés rebelles et djihadistes se sont réfugiés en Algérie et l'Algérie constitue, si vous voulez, l'allié naturel de ces groupes. Et donc, ce qui est arrivé le 31 mars avec la destruction du drone du Mali supprime tout doute sur les accointances entre l'Algérie et ces groupes terroristes. Parlons à présent de la situation politique. Le président de la transition, le général Assimi Goïta, a reçu mardi le ministre angolais des Relations intérieures qui portait un message du président en exercice de l'Union africaine. Cette visite s'inscrit dans une initiative diplomatique de l'Union africaine pour encourager le dialogue politique et le retour à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, comment pourriez-vous nous décrire la transition politique dans le pays, Moussa Touré? Merci. Je pense que la transition au Mali, ce n'est pas un acte passager comme les gens ont l'habitude de le croire. Nous sommes dans une transformation sociale, économique et politique qui constitue un tournant important qui est à mettre en rapport avec l'évolution de l'ordre économique mondial. On est en train de passer d'un monde unipolaire vers un monde multipolaire avec l'émergence de pôles civilisationnels qui vont faire contrepoids à cette domination occidentale. Et ce tournant se caractérise d'abord par le déclin civilisationnel de l'Europe, de l'Occident. Depuis 500 ans,
depuis les grandes découvertes du XVIe siècle, l'Europe a toujours constitué donc était à l'avant-garde donc de la domination du monde. Et on voit que maintenant cet Occident est en déclin. Deuxième élément. Est-ce que ça veut dire aussi que la démocratie à l'occidental est à revoir et peut-être n'est plus adaptée au contexte le nôtre, qui est le contexte africain? Le deuxième élément de ce tournant, justement, c'est le déclin de la démocratie libérale, démocratie à l'occidental. Et donc, ça, c'est un constat qui apparaît. Le troisième élément du tournant, c'est justement le déclin, justement, du système de domination qui était basé sur les trois grandes révolutions qui ont marqué donc, cette révolution, c'est la mécanisation, la révolution électrique, la révolution de l'informatique, et aujourd'hui, on est à l'intelligence artificielle. Et le quatrième élément important de ce tournant, de ces changements qui bouleversent le monde, c'est que les systèmes universitaires de connaissances, d'accumulation des connaissances est en train de changer. Et donc, aujourd'hui, les contextes permettent justement de construire une multipolarité civilisationnelle au niveau de l'Afrique. Et donc, les trois États qui constituent la Confédération des États du Sahel construisent une multipolarité civilisationnelle qui permet justement, premièrement, de construire tous les arguments pour justement déconstruire la domination néocoloniale des puissances occidentales, la France en particulier, pour montrer que la démocratie est une imposture, c'est une démocratie hypocrite, n'est-ce pas, qui ne permet pas justement de permettre à ces États de pouvoir se développer, et que les liens justement coloniaux, les liens de domination existent toujours. Donc, premièrement, c'est la critique de ce modèle-là qui est en train de se passer au niveau de ces États du Sahel. Deuxième élément, c'est qu'il faut réhabiliter l'autonomie civilisationnelle de ces États. Est-ce que cela ne risque pas de les isoler davantage? Parce que c'est ce qu'on leur reproche. On reproche à cette confédération des États du Sahel de s'isoler en confédération, notamment après la scission avec le groupement régional qu'est la CEDEAO. Il y a des risques, c'est vrai, lors des débats, on a parlé de ces risques-là, le risque identitaire, le risque de l'isolement, mais c'est tout à fait la perspective contraire. La Confédération des États du Sahel est basée sur l'ouverture, sur la construction de partenariats, n'est-ce pas, avec des partenariats stratégiques avec la Russie, avec la Chine, avec le Maroc, n'est-ce pas, c'est basé sur l'ouverture. Donc il n'y a pas de repli identitaire, il n'y a pas d'isolement. Donc ces États ont compris qu'il faut s'ouvrir au monde, construire des partenariats stratégiques avec des puissances qui permettent justement de doter ces États de moyens pour leur permettre d'assurer leur sécurité, d'assurer leur souveraineté sur l'ensemble du territoire. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc l'autonomie civilisationnelle, c'est important. Ça suppose aussi que dans la gestion des affaires, on fasse recourir aux valeurs historiques, aux valeurs culturelles, n'est-ce pas, aux valeurs islamiques, n'est-ce pas, comme à l'époque des grands empires, l'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire Songhai. Il y a des références historiques qui peuvent nous permettre justement d'affronter ces grands défis, n'est-ce pas. En matière islamique, on a recours à l'instance qadiyale, donc c'est introduit dans les lois pour que tous les problèmes qui sont liés justement à des conflits communautaires puissent être gérés à l'échelle locale par les cadis. Et donc il y a des valeurs, n'est-ce pas, importantes. Si je parle d'islam, ce n'est pas l'islam en tant que théocratie, mais les valeurs morales et politiques qui sont associées à l'islam permettent justement de permettre à ces États de recourir à leurs valeurs historiques pour permettre d'assurer le développement. Donc l'autonomie civilisationnelle, c'est justement s'appuyer sur ses propres valeurs au lieu de continuer à être, justement, se référer à des valeurs extérieures, n'est-ce pas, qui ne permettent pas justement aux États de pouvoir se développer. Alors, ce qui est intéressant, vous avez parlé de partenariat. Peut-être si vous pouviez nous développer davantage cet aspect de partenariat
entre Rabat et Bamako sur les questions sécuritaires, militaires, mais aussi le partenariat sur ce volet civilisationnel, parce que nous savons que les liens entre les deux pays remontent à plusieurs siècles aujourd'hui. Plusieurs siècles. Vous avez parfaitement raison. Le Maroc et le Mali, c'est les deux poumons d'un même corps, parce qu'il y a des liens historiques qui lient le Maroc et le Mali. Moi, je suis un descendant donc de marocain, je suis de Gao, je suis Touré, d'Arma, donc je suis issu donc de ces relations entre le Maroc et le Mali. Et je pense que l'alliance stratégique avec le Maroc permet justement de renouer avec l'histoire, de renouer avec la culture, de renouer avec les normes qui permettent justement de renforcer ces États. Et donc le Maroc apporte son soutien dans plusieurs domaines. Sur le domaine économique, c'est connu. Le Maroc apporte beaucoup d'aide au Mali pour développer donc, les structures économiques du Mali. Il fait beaucoup d'investissements économiques dans ces trois pays, le Mali, le Niger et le Burkina. Le Maroc apporte aussi un soutien important en matière sécuritaire, militaire. Plus de 500 militaires ont été formés au Maroc. En matière de renseignement, le Maroc apporte un appui extrêmement important pour aider l'armée malienne, les forces armées maliennes, dans le combat qu'ils mènent contre les groupes terroristes. Je crois que l'apport du Maroc est inestimable. Je pense que c'est ce genre de partenariats qui sont en train de se mettre en place avec l'ensemble des États de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Pour un mot de la fin, en 1 minute, si on devait résumer justement l'Afrique au cœur de ces incertitudes mondiales, avec la guerre au Moyen-Orient entre Israël et l'Iran, avec la guerre en Ukraine, et nous en Afrique. Oui, et donc je pense que ce qui est le plus important, c'est que nous comprenions un peu les enjeux de ce qui se passe à l'échelle du monde pour pouvoir avoir notre position. Et je pense que c'est extrêmement important et c'est ce que les États de la Confédération du Sahel ont compris en essayant donc de créer ces alliances stratégiques avec des partenaires fiables, n'est-ce pas? Et le Maroc constitue un partenaire extrêmement important, n'est-ce pas? Et je pense que c'est dans cette dynamique-là que l'Alliance des États du Sahel est en train de faire en sorte que, en matière de défense et de sécurité, qu'il y ait des forces conjointes, qu'on mette en place ces compétences stratégiques pour pouvoir combattre les groupes terroristes, en matière de diplomatie, en matière de développement, mettre en place des projets concrets et surtout qui vont être basés sur la transformation des matières premières stratégiques. Au lieu de transporter les matières brutes, il faut d'abord les transformer. Donc c'est ce qui est en train de se passer actuellement avec la mise en place des raffineries pour la transformation de l'or, du lithium, au Mali, au Burkina et au Niger. Pour ce et puis avec l'initiative royale Afrique-Atlantique pour justement donner cette ouverture vers l'Atlantique aux pays frères du Sahel, ça devra aider davantage à commercialiser ces produits raffinés vers le monde entier. Exactement. Donc c'est pour cette raison que le roi du Maroc a reçu les 3 ministres des Affaires étrangères il y a moins de 2 semaines ici à Rabat, donc pour renouer, pour développer donc ces relations, permettre justement que cette ouverture qui vient d'être faite par le Maroc permette justement, lorsque ces matières premières stratégiques vont être mises en valeur, qu'ils puissent avoir un débouché. Et donc ça, c'est l'un des enjeux majeurs. Je pense que c'est une bonne opportunité. Merci pour beaucoup. ces États. Merci Moussa Touré d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'est la fin de cette première partie de Questions d'actu. Nous allons revenir dans quelques instants avec un autre invité pour parler d'autres enjeux de notre continent, toujours dans le cadre de cette 9e édition de l'APSACO organisée par le Policy Center for the New South ici à Rabat. À tout de suite. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous regardez Questions d'actu spéciale APSACO, conférence annuelle
pour la paix et sécurité en Afrique organisée par le Policy Center for the New South. En première partie de cette émission, il s'agissait des enjeux de transition politique, mais aussi de partenariat, de coopération sécuritaire dans les pays du Sahel, mais aussi avec d'autres partenaires, dont le Maroc. Place à présent à une autre partie de notre continent. Nous allons aller vers le sud, où on va discuter de la situation dans la région sud de notre continent, et ce, avec le chercheur principal et directeur de l'Africa-Asia Dialogues, Afrasid, et aussi du directeur, un confrère d'ailleurs, il est journaliste, directeur du The Mail and The Guardian, Tembisa Fakoude. Thank you. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Une question a été posée ce matin en lien avec le thème central de cette 9e édition de l'APSACO, à savoir, en période d'incertitude mondiale, comment appréhendons-nous le monde depuis l'Afrique ? L'Afrique a historiquement évolué dans l'ombre, percevant le monde à travers le prisme de ceux qui continuent à exercer une influence prédominante sur sa politique et sur son économie. Il s'agit avant tout de l'exercice du pouvoir dans son ensemble. Les États-Unis demeurent largement dominants, notamment en termes d'influence culturelle. Nous consommons tous Netflix, nous mangeons chez McDonald's et nous nous retrouvons souvent autour d'une boisson Starbucks. Ainsi, la culture américaine continue de régner en Afrique et les Africains restent toujours dans cette dynamique. Bien entendu, il existe des tentatives de se démarquer et de revendiquer une certaine autonomie, notamment à travers des discours ou des démonstrations de puissance. Cependant, la domination persistera tant que l'Afrique ne produira pas davantage de biens et ne participera pas pleinement à l'économie mondiale. Malgré l'intérêt croissant pour la politique et la rhétorique qui semble actuellement favorable, notamment en raison de l'émergence de nouvelles plateformes, je ne perçois pas de changement tangible sur le terrain. Percevez-vous un changement significatif en Afrique australe, en particulier lorsqu'on observe les transitions politiques au Botswana ou au Zimbabwe ? Qu'entendons-nous par transition politique ? Que représente réellement l'élection dans le cadre d'une démocratie ? Il est fréquent que des dirigeants africains organisent des élections, qu'ils manipulent bien entendu. Ces élections ne signifient pas nécessairement démocratie. Il est essentiel de transformer la culture politique. Heureusement, dans le pays d'où je viens, nous assistons à un changement grâce à nos protestations quotidiennes qui contribuent à faire évoluer les choses. Ce qui est particulièrement intéressant en vous écoutant, c'est que je constate de nombreuses similitudes dans la pratique de la démocratie en Afrique du Sud et au Maroc. Selon vous, existe-t-il des points communs dans les paysages politiques de ces deux pays ? Non, pas tout à fait. À quel niveau ? C'est-à-dire qu'en ce qui concerne le système politique en Afrique du Sud, la situation est différente. Le Maroc repose sur une monarchie constitutionnelle et loin d'en remettre en cause la légitimité, il s'agit d'un modèle de gouvernance différent du nôtre. Cependant, en ce qui concerne nos ambitions économiques et nos politiques dans ce domaine, il existe de nombreuses similitudes. Je ne comprends pas pourquoi en tant que Sud-Africains, nous ne nous rapprochons pas davantage du Maroc, alors que nous nous occupons constamment de certaines questions régionales qui ne nous concernent pas directement. Cela dit, je me réjouis de voir que de plus en plus de pays commencent à soutenir certaines initiatives du Maroc, des appels qui auraient dû être formulés depuis longtemps. Qu'en est-il des aspects économiques que nous partageons, notamment en ce qui concerne l'Atlantique ? Quelle est votre position concernant l'initiative atlantique ? Il s'agit d'une initiative importante, mais tant que nous resterons dans une dynamique de concurrence marquée par des tensions politiques, nous ne pourrons malheureusement en tirer aucun bénéfice réciproque. Je sais que vous excellez dans le domaine des véhicules électriques et que vous allez maintenant adopter cette technologie. Grâce à votre proximité avec l'Europe, vous avez de meilleures opportunités commerciales. J'aimerais croire que si l'Afrique du Sud parvient à renforcer ses relations économiques avec le Maroc, nous pourrons également développer davantage de partenariats. L'un de nos plus grands hommes d'affaires, la personne la plus riche d'Afrique du Sud, Patrick Motsepe, est déjà bien ancré dans l'économie marocaine. De plus, nous savons que Sanlam, l'une des plus grandes entreprises d'Afrique du Sud, a rencontré AIG et prévoit d'ouvrir son siège au Maroc. C'est une excellente nouvelle. Il existe donc un véritable mouvement entre les entreprises, car ces dernières ne se laissent pas influencer par les considérations politiques. Ou de l'idéologie, car il s'agit de politique, d'idéologie, voire d'idéologie obsolète ? Il s'agit d'une idéologie dépassée, accompagnée d'un lobbying constant. Certains pays exercent une pression continue sur nous en imposant certaines idées politiques sur ce qui doit être entrepris dans cette région. Ils obtiennent des résultats.
Je pense que les Marocains devraient faire plus de lobbying auprès de certains Sud-Africains pour les inciter à réorienter leurs relations politiques et leurs perspectives économiques, notamment en ce qui concerne les possibilités de coopération avec le Maroc. Qu'en est-il de l'Afrique du Sud dans la zone de libre-échange appelée ZLECAf? Comment pouvons-nous garantir une mise en œuvre efficace de ce projet, d'autant plus qu'une des zones d'intégration économique les plus faibles au monde se trouve en Afrique, avec un taux d'intégration actuel de seulement 13%. Comment envisagez-vous que les membres influents d'Afrique du Sud et du Royaume du Maroc puissent intensifier leur lobbying ou leurs efforts pour rendre cette initiative plus efficace et véritablement opérationnelle? Je pense que ce n'est pas seulement les gouvernements qui doivent porter cette initiative, il faut aussi privilégier l'interaction directe entre les individus. Prenons l'exemple de Sanlam ainsi que d'autres entreprises actuellement présentes au Maroc. Elles ont pu établir des relations et je crois qu'à partir de ces échanges, nous assisterons probablement à la création d'un organisme global qui facilitera les affaires. Mais si nous pensons que ce sont les politiciens qui pourront améliorer la compréhension mutuelle et tisser des relations économiques, je crois que c'est illusoire et que nous perdons notre temps. Nos gouvernements devraient partager cette responsabilité et permettre au secteur privé de faire des affaires librement. Heureusement, nous ne sommes pas soumis à des restrictions majeures. Les gouvernements n'interdisent pas encore la coopération ou le commerce mutuel. Il reste donc un certain degré d'ouverture à cet égard. Je suis convaincu que seules les interactions et les relations commerciales pourront faire évoluer les mentalités politiques dans les deux pays. Et cela les incitera, selon moi, à adopter une position politique différente. Percevez-vous des opportunités pour l'Afrique dans le contexte géopolitique actuel, dans ce nouvel ordre mondial? Oui, en effet. Je pense que le retrait ou le désengagement des États-Unis en Afrique constitue une bonne nouvelle. Cela ouvre la porte à l'entrée d'autres acteurs sur la scène africaine. Permettez-moi de vous interrompre. Lorsque vous évoquez le désengagement, parlez-vous de l'aide au développement qui a été réduite ou supprimée dans plusieurs pays africains par l'administration américaine, ou faites-vous référence à un autre aspect de ce désengagement? Je fais référence au retrait de l'aide internationale. De manière générale donc. Oui, cela inclut bien sûr le retrait de l'aide à l'Afrique. Je considère qu'il est positif que ce système multilatéral et multipolaire dont tout le monde parle permettra l'émergence de nouveaux acteurs dans la sphère économique africaine. Cela offre aux Africains la possibilité de choisir leur propre avenir et de déterminer leur destin. Encore une fois, en me référant à mes origines, nous avons toujours été indépendants lorsqu'il s'agit de définir notre propre chemin. Les affaires, dans leur essence, sont avant tout une question de maximisation des profits. Ainsi, lorsque l'on rencontre un homme d'affaires, il n'est pas là pour protéger vos vulnérabilités, mais bien pour les exploiter. Car l'objectif des affaires est de générer des bénéfices. Cependant, ce que nous avons bien fait en Afrique du Sud, c'est de mettre en place des systèmes. Par contre, si vous entrez dans une salle de conférence, vous devez vous conformer aux politiques définies par le gouvernement. Dans de nombreux pays africains, il n'existe ni règles ni politique. Les hommes d'affaires, qu'ils soient chinois, américains ou autres, exploitent cette situation. C'est leur rôle, leur objectif est d'accroître leurs profits. Je pense donc que ce que les Africains doivent impérativement faire pour aller de l'avant, c'est mettre en place des systèmes qui protégeront leur population et leurs ressources contre toute forme d'exploitation. Il y a beaucoup de discours autour des solutions africaines aux problèmes africains, mais je doute que le changement climatique soit spécifiquement un problème africain. Quelles solutions africaines pourrions-nous envisager pour mettre fin au changement climatique ou à la traite des êtres humains? Il existe une grande quantité de rhétorique dans plusieurs pays africains, mais aucun système n'est véritablement en place. Nous ne mettons pas en œuvre de système qui protégerait nos populations et nos ressources. Les solutions doivent en effet émerger de l'intérieur, comme vous l'indiquez? Oui. Ou bien être importées? Il n'y a rien de répréhensible à importer des solutions tant qu'elles sont efficaces. Nous observons un certain retour du nationalisme et du panafricanisme depuis les indépendances. Comment percevez-vous cette évolution? Représente-t-elle une menace pour le mondialisme et le multilatéralisme en Afrique?
C'est effectivement une menace. Cela pourrait nous faire régresser, car comme vous le savez, ceux qui défendent le plus vigoureusement ce panafricanisme sont souvent des dictateurs. Et les mouvements de libération et les partis politiques également. La plupart de ces pays sont encore gouvernés par des dictateurs. Vous entendrez ainsi, et je n'ai aucun problème à critiquer ces individus, des dirigeants comme Yoweri Museveni en Ouganda, qui tue son propre peuple et réprime les dissidents politiques prônés le panafricanisme. L'Union africaine lui a offert une tribune pour continuer à débattre de ce sujet. De même, Emmerson Mnangagwa, dictateur notoire du Zimbabwe, a eu l'opportunité de présider plusieurs plateformes africaines. Ce sont ces mêmes individus qui nous expliquent pourquoi nous devons être panafricanistes tout en cherchant à maintenir le statu quo. Ils ne cessent de rappeler que nous sommes dans cette situation à cause des oppresseurs, mais ils ne proposent aucun réel changement. Le fait que ces dictateurs qui oppriment leur propre peuple insistent pour définir ce que signifie être africain est profondément problématique. Et je m'excuse si j'ai été trop long. Nous vous remercions, nous espérons que votre message sera bien entendu, car nous avons le sentiment qu'il existe une montée du nationalisme au sein des sociétés africaines et chez certains dirigeants du continent. Nous vous remercions donc sincèrement pour vos réponses directes et pour cette discussion extrêmement perspicace que vous avez partagée avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir accueilli. Voilà, c'est la fin de cet épisode spécial Absako de Questions d'actu. Très bonne soirée à tous.